Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue ce soir parmi nous pour une nouvelle émission comme chaque mercredi soir. Pour débuter notre émission, nous vous proposons un extrait de la soirée ASCB. Toutes les associations sportives se sont réunies dans la bonne humeur pour la remise des prix aux plus méritants. Nous enchaînerons par la fête du vin à Vieux-Brisac et son superbe feu d'artifice qui, tous les ans, rassemble beaucoup de monde. Chacun peut s'y restaurer et s'y distraire à volonté. Enfin, pour les fanas de modélisme, nous allons vous faire un tour à la piscine de l'île du Rhin. Pour nos informations régionales, une équipe a été filmer la fête de la moisson à Obersassheim. Nous poursuivrons par la 600e fête des ménétriers. Un impressionnant et magnifique défilé a sillonné les rues de Ribeauvillé. Ce défilé a permis de découvrir l'évolution des costumes des flûtiers à travers diverses époques. Pour le plus grand plaisir des yeux, notre reporter s'est rendu au musée de Mulhouse. Une présentation exceptionnelle de 6 Bugatti royales, uniques au monde, était réunie pour 3 jours. Ces stars du concours d'élégance ont fait rêver les amateurs de belles voitures. En sport, une série de matchs amicaux de football a eu lieu à Biesheim, où les Poussins ont évolué sur le terrain avec beaucoup de détermination. Pour finir, 34e course de côte internationale à Turckheim 3 épis, ainsi qu'une exposition et une montée élégante de très belles voitures anciennes. Dans notre magazine, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Auguste Thomassen, qui a fait don d'un buste de Torres Bugatti qu'il a créé lui-même en tant que passionné de Bugatti. Et en deuxième invité, M. Willem Bucher, qui viendra nous parler de la course de côte à Turckheim 3 épis. Maintenant, je laisse la parole à Nicole. À tout à l'heure. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir pour ce journal d'information. Information relativement chargée en ce mercredi. Commençons tout d'abord avec l'information locale. La SCB organisait samedi dernier une soirée à la salle des sports au cours de laquelle 36 membres de diverses sections sportives et culturelles de Biesheim étaient récompensés. Après avoir été salué par la présidente Françoise Bulac, le conseiller général et régional, M. Gilbert Meyer, le maire M. Georges Trécher, les adjoints M. Burger et Roland Dur, le curé François Schillinger, ainsi que le chef de corps des sapeurs-pompiers M. Fernand Renck, prenaient le verre de l'amitié. Verre de l'amitié après lequel il fut procédé à la remise des prix par le conseiller général M. Meyer. Le maire M. Georges Trécher assistait bien sûr à cette remise de prix. Remise de prix qui remerciait ainsi ceux qui offrent de leur temps de loisirs au soutien des sections sportives et culturelles de la commune. Biesheim est une commune où l'on a su mêler vie culturelle et sportive, comme le signalait Françoise Burlac. Ils ne se sont pas proposés évidemment, c'est le bureau qui a décidé de l'attribution d'une récompense pour les sections qui auront peut-être essayé d'avoir un petit plus cette année. Et nous terminerons par des membres méritants dans les sections, des gens qui se dépensent. Alors nous vous signalons que le restant de ces images vous sera diffusé en fin d'émission. Le curé de Biesheim fait savoir aux cinéphiles que l'ouverture de la saison cinématographique 90-91 aura lieu samedi 15 septembre avec un film qui sera diffusé, Tango Cash, film projeté à cet effet, dans lequel 2 super flics, Sylvester Stallone et Kurt Russell, font la chasse aux trafiquants de drogue Jacques Palance. Un film de Konchalovsky.
Le curé de la commune de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bissheim communique que les inscriptions en vue de la première communion pour les enfants nés en 1982 et plus âgés, également pour les enfants qui feront leur profession de foi, les jeunes nés en 1967, donc ces inscriptions auront lieu au FAC mercredi 12 septembre de 17h à 19h, jeudi 13 de 17h à 18h, de 19h15 à 20h, samedi 15 septembre de 10h à 11h. Prière d'apporter votre livret de famille. La fête du vin du Kaiserstuhl, Tuniberg, c'était du 31 août au 3 septembre et ça se passait bien entendu à Vieux-Brisac. À l'occasion de cette fête inaugurée vendredi dernier, près de 300 vins étaient proposés dans les différentes guinguettes. Et bien sûr, ces vins étaient accompagnés de nombreuses spécialités gastronomiques comme il se doit. Durant ces journées, on pouvait y voir une exposition de matériel industriel ainsi qu'agricole. Et le tout au son de 22 sociétés de musique et de groupes folkloriques qui étaient là pour animer cette fête. Les enfants non plus n'étaient pas oubliés. Puisque des manèges et autres attractions leur étaient proposées durant ces journées. Comme vous pouvez le voir sur ces images, bien sûr, le feu d'artifice, la fête. Feu d'artifice qui, bien entendu, était le clou de la soirée de vendredi. Ici, les autotamponneuses qui font la joie de tous. Un feu d'artifice que vous n'aurez pas manqué, j'en suis certaine. Ja, Leute, fliegen aber mit hier, le Giraffe Chips. Und Abschluss.
À Bissheim, le 27 août dernier, Madame Joséphine Hens fêtait ses 80 ans. Elle a vu le jour en 1910, était l'aînée de 8 enfants. Elle se maria le 20 décembre 1938 avec Emile Hens de Bissheim, qu'elle seconda alors dans leur exploitation agricole. 2 enfants devaient naître de cette union, 2 filles. Madame Hens a à présent 5 petits-enfants et un arrière-petit-fils. L'an passé, elle fêtait ses noces d'or. On n'a bien sûr pas tous les jours 20 ans, mais Joséphine Hens, elle, a 4 fois 20 ans. Et toute notre équipe lui souhaite un très joyeux anniversaire et lui présente ses meilleurs vœux. Le jeudi 13 septembre à 14h au FAC, séance de rentrée du club féminin au programme préparation des activités. Pour le trimestre à venir, les personnes intéressées sont cordialement invitées. Renseignements en téléphonant au 89 72 74 46. Dans quelques instants, d'autres images, bien sûr, avec le premier meeting international de modélisme qui s'est déroulé à Neuf-Brisach. À Neuf-Brisach dimanche, les amateurs de modélisme naval étaient au comble de la joie, puisque se déroulait ce premier meeting international de modélisme. En tout, une trentaine de participants venus d'un peu partout, notamment d'Allemagne, ont présenté une quarantaine de modèles différents au cours de cette journée qui se déroulait à la piscine du camping municipal de Neuf-Brisach. Les visiteurs ont eu tout loisir pour admirer bateaux de plaisance, raceurs électriques et à moteur à explosion, navires de guerre ou même voiliers remorqueurs. Donc on va continuer le programme avec le bateau pilote. Plongée des secours. Alors tout de suite, après Rémi. Une belle journée qui donnait l'envie de prendre le vent du large. Je ne sais pas si vous arrivez. Alors comme il fait un peu trop clair, je pense qu'on aura du mal à voir. C'est vraiment à l'échelle. Oui, oui. Oh, avec le soleil. C'est ça, oui. C'est quatre mots. Oui, c'est sûr, hein, il faut y coller. Oui, oui. Ah, il descend. C'est très petit. Oui. À part la mise à l'eau de l'encre, tout le reste a très bien marché. Vous avez à la première Jean-Marie, pilote. On va continuer avec le Callisto, le commandant stop. Alors là, il va redescendre. Ça y est, la tête. Les voiliers vont rentrer dans le port.
À présent, abordons, si vous le voulez bien, l'actualité régionale. Les amis des Dominicains nous prient de vous faire savoir que le 4e et dernier concert de leur 31e saison musicale aura lieu ce samedi 8 septembre en soirée à l'ancienne église des Dominicains de Guebwiller. Un concert à ne surtout pas manquer. Dans ce cadre superbe, le très célèbre Alfred Brendel donnera au piano la sonate en do mineur de Joseph Haydn, les études symphoniques opus 13 de Robert Schumann, les 6 variations opus 34 et la sonate opus 110 de Beethoven. Les places pour le concert de choix sont en vente à l'Office du tourisme de Guebwiller que l'on peut joindre en appelant le 89 76 10 63 ainsi qu'à la Fnac de Colmar. La moisson, une nouvelle fois, Obersasheim a fêté la moisson, une journée présidée par Antoine Gringer, conseil de fabrique de la commune. Ce reportage est un reportage de Bernard Roche. Le père Jacques devait bénir les produits de la terre déposés devant l'autel. Pain, fleurs, légumes, céréales composaient ces offrandes. À l'issue de l'office religieux, les nombreux fidèles recevaient sur le parvis de l'église Saint-Gall le bouquet de la moisson. Bouquet de la moisson qui était préparé par Antoine Gringer ainsi que par 3 paroissiennes. Qui était faite, fruits, légumes.
Et pour la circonstance, 300 bouquets étaient prévus, bien entendu. Autre information qui concerne les abonnements au théâtre municipal de Colmar pour la saison 90-91. Depuis lundi donc et jusqu'au 13 septembre, la souscription des abonnements pour la saison se fait à la caisse du théâtre municipal. Le 13 septembre étant impératif pour le renouvellement des abonnements, les abonnés sont priés de s'inscrire avant cette date. Jusqu'au jeudi 13 septembre, il est également possible de déposer les demandes de changement de place ainsi que les nouvelles demandes. La caisse est ouverte du lundi au vendredi de 10h à midi et de 16h à 18h30, le samedi de 16h à 18h. Le numéro d'appel du théâtre est le 89 41 29 82, donc les retardataires ont encore quelques jours devant eux pour faire tous ces changements ou carrément prendre leurs abonnements s'ils le désirent. Les ménétriers ou joueurs de fifre, les ménétriers 600e, c'était vendredi, samedi et dimanche dernier à Ribeauvillé, un reportage d'Alex Savenkov. Tradition et innovation étaient bien sûr au rendez-vous durant ces 3 journées. On innovait avec l'illumination des 3 châteaux de Ribeauvillé-Saint-Ulrich, du Girsberg et également de Haut-Ribeaupierre. Innovation toujours avec un cortège venu tout droit du Moyen-Âge, retraçant ainsi l'histoire jusqu'en 1970 et même vers le futur des ménétriers. C'est donc bien sûr une grande tranche de l'histoire que les Alsaciens auront pu vivre au cours de cette journée de dimanche. Tranche de l'histoire qui fut ainsi retracée par 2000 acteurs et figurants. Les scolaires étaient également de la fête, puisqu'ils donnaient eux aussi leur spectacle historique. Et vous voyez ici les célèbres ménétriers. Bien entendu, outre le spectacle historique, vin et gastronomie étaient aussi au programme. Pour cette 600e édition des Fêtes de Ribeauvillé, Ribeauvillé a tenu à marquer le grand événement. Il va sans dire que c'est chose faite. Environ 15 000 spectateurs, pas moins, ont assisté à cette grandiose manifestation.
code 137. On le bousille. Je vais laisser le temps de dire mon texte sur le musée avant que les images démarrent. À présent, passons à toute autre chose avec le musée de l'automobile de Mulhouse. Ce musée, créé en 1982, connaît un succès grandissant. Plus de 100 marques de voitures y sont représentées et Mulhouse comporte la plus grande collection de Bugatti. Plus grande collection au monde d'ailleurs. Mais l'Alsace n'est-elle pas le berceau de Bugatti puisque Ettore Bugatti y fonda en 1907 à Molsheim une usine de construction automobile, voitures de sport, de course et de luxe. Il y réalise dans un même temps les premières automotrices à essence pour les chemins de fer français. Mulhouse se veut être le premier musée automobile du monde. Chaque année, pas moins de 430 000 visiteurs parcourent ce musée. Mais revenons tout d'abord à la Bugatti Royale, qui fait son apparition dans les années 1930, les années de la Belle Époque. Parmi les 6 exemplaires existants au monde, 2 font partie des trésors du musée de Mulhouse. Pour reconstituer une S-Ders, pas moins de 5 années de travail auront été nécessaires. Certaines pièces d'origine ont été employées, d'autres refaites par de très grands artisans grâce à des documents techniques d'époque qui existent toujours. Le musée de l'automobile s'est fait fort de réunir pour 3 jours seulement les 6 royales, toutes plus belles les unes que les autres. Des horaires exceptionnels ont d'ailleurs été aménagés pour laisser aux visiteurs tout le loisir de parcourir ce musée. Sachez qu'il vous reste encore quelques heures devant vous pour y aller si vous le désirez, puisque le musée est ouvert jusqu'à 24 heures ce soir, minuit donc, pour faire une dernière visite à ces 6 royales. Alors que ceux par contre qui ne peuvent se rendre au musée du Louvre pour admirer la Joconde ne se désespèrent pas, ils pourront en admirer une autre, appelée Bugatti, qui est telle la Joconde de l'automobile, à chacun la sienne après tout. Alors tout de suite, je crois que nous allons partir en images avec un reportage de Monique Strello et Roger. Nous sommes ici bien sûr au musée de l'automobile à Mulhouse, avec nous Jean-Claude Delerme qui est directeur de ce musée. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mulhouse est depuis 3 jours l'univers des royales, une exposition d'envergure. Comment avez-vous fait pour réunir ces 6 royales ici à Mulhouse et est-ce que ça a été quelque chose de très difficile, un peu le parcours du combattant? Pour réunir 6 royales, il faut d'abord avoir l'accord des propriétaires des royales. Ça nous est assez facile parce que nous les connaissons bien, que nous partageons les mêmes passions, qu'ils ont confiance en nous. Donc c'est facile en fait à obtenir. Ensuite, il faut réaliser des conditions techniques un petit peu plus difficiles que sont les transports, la sécurité, les assurances et des questions très très techniques, par exemple les relations douanières à travers les différentes frontières. C'est une opération dont nous avons assez bien actuellement le type de maîtrise et donc en soi ça n'a pas été très difficile pour le musée de Mulhouse. Donc pas vraiment de problème, de difficultés majeures pour réunir ces voitures? Non, grâce, je dois souligner quand même, à une particulière attention des douanes et une attitude très très coopérative à notre égard. Alors, j'ai eu l'occasion de les admirer, elles sont toutes belles, plus les unes que les autres. En quoi chacune est différente de l'autre? Elles sont très différentes, effectivement, et elles sont toutes différentes d'aspect. En fait, le châssis des voitures, c'est-à-dire ce qu'il y a sous ces merveilleuses carrosseries, est tout à fait identique. Les moteurs sont les mêmes, les boîtes de vitesse, ce qu'on appelle le châssis dans notre jargon de la voiture, est absolument identique. Les habillages, par contre, sont totalement différents. Et ils le sont parce qu'on sont des voitures de très très grand luxe, de très grand prestige, et que chaque client fait appel à un carrossier et fait exécuter une forme de carrosserie qui est celle qu'il souhaite lui et qu'il aménage en discussion, en agrément avec son carrossier. Alors on a 6 types ici de carrosseries qui sont tous fort intéressants. On a, je citerai d'abord évidemment les carrosseries qui sont des carrosseries signées Bugatti. La première d'entre elles est signée Ettore Bugatti, c'est la double berline de voyage. C'est cette énorme voiture en forme de double fiacre, si vous voulez, qui est jaune et noir, qui a une allure un peu ancienne par rapport aux autres voitures.
C'est une voiture très imposante qui donne une idée, je dirais, davantage début de siècle. On est très proche de la voiture hippomobile. C'est la berline de voyage. La deuxième voiture qui porte le nom d'un dessin Bugatti est une voiture qui a été dessinée par Jean Bugatti, c'est-à-dire le fils du patron, le fils d'Ettore Bugatti. Jean Bugatti était très jeune à l'époque où il a dessiné cette voiture, qui est le coupé Napoléon. La star des stars, puisque c'est la voiture personnelle de monsieur et madame Bugatti, c'est la reine du musée de Mulhouse, c'est le rêve de tout collectionneur et de tout musée au monde. Et cette voiture a été dessinée par Jean Bugatti, qui était alors fort jeune, puisque Jean Bugatti est né en 1909. La voiture a été carrossée en 1930, donc on voit qu'il était fort jeune. C'est une ligne très pure, très belle, avec un pare-brise qui est très très mince, qui est très très fin. Et cette voiture s'appelle donc Coupé Napoléon. Elle est noire avec un ovale de teinte bleu nuit au centre, sur les flancs au niveau du capot. Ensuite, on a 4 carrosseries qui sont des carrosseries dues à des carrossiers parisiens. Je pense d'abord au coupé Binder, que je rapproche ici du coupé Napoléon, parce que Binder, qui était un grand carrossier parisien, donc, a dessiné ici une voiture, un coupé chauffeur, dont les lignes de profil sont très proches du coupé Napoléon, mais dont le pare-brise est beaucoup plus haut, dont les teintes sont plus claires comme vous pouvez le voir. L'ovale le long des flancs est ici un ovale de couleur gris bleuté. La voiture est très très belle également, c'est des lignes qui généralement sont très séduisantes. Ensuite, on a une carrosserie qui est le cabriolet Weinberger. C'est la seule des 6 royales dans leur état actuel qui soit un cabriolet, c'est une voiture découvrable. Elle est souvent très appréciée du fait que c'est un cabriolet. Et évidemment, un cabriolet de cette taille a toujours beaucoup d'allure. Weinberger était un carrossier parisien, un carrossier munichois. Et ce n'est pas étonnant puisque le client lui-même était allemand. Le client était un gynécologue, c'était le docteur Fuchs. Et il avait souhaité cette carrosserie qui est munie à l'avant, ce qui n'est pas toujours le cas sur des royales, de 4 phares et de 2 avertisseurs sonores qui sont assez spectaculaires. Nous évoquions tout à l'heure Binder, carrossier parisien. Un autre carrossier parisien qui s'appelle Kellner a travaillé à ces voitures. C'est la voiture qui nous vient du Japon. Et cette voiture est carrossée en coach. C'est un coach de couleur assez sombre, de couleur noire et d'un bleu nuit. C'est une voiture dont la caisse en forme de coach a une ligne très très équilibrée de profil. L'avant est très classique et très semblable au Napoléon ou à la dernière dont je vais parler, qui est la Parkward. La Parkward, c'est une carrosserie anglaise en limousine. C'est une très grosse carrosserie capable d'accueillir sans problème 6 ou 7 personnes. Cette voiture entièrement noire à l'extérieur était donc la voiture d'un client londonien et carrossée comme il se doit par Parkward, qui est aujourd'hui d'ailleurs le carrossier de Rolls-Royce. Alors, je pense que là, nous avons fait le tour des 6 carrosseries de Bugatti Royal. Alors, je vais vous poser une petite question encore, c'est que au niveau des teintes de carrosserie, est-ce qu'il y a tout comme maintenant, est-ce qu'il y avait du moins tout comme maintenant à cette époque-là, une question de mode ? Les questions de mode là sont évidemment ne peuvent pas être absentes parce qu'un carrossier travaille toujours avec son temps, il travaille selon ses habitudes, il produit d'autres carrosseries et par conséquent on retrouve dans son dessin une mode, c'est inévitable. Je trouve quand même personnellement que l'allure, par exemple, de la berline de voyage par rapport au cabriolet Weinberger sont quand même 2 allures générales très différentes et qui pour un non-connaisseur pourraient donner à penser à 2 voitures beaucoup plus éloignées dans le temps qu'elles ne sont en réalité. Alors pour cette exposition des 6 royales, vous avez fait très très fort. Je suppose que vous ferez encore plus fort la prochaine fois, mais quoi ? On aime bien lancer des défis.
Et étant donné la position de ce musée de Mulhouse, quand on dit est-ce qu'on peut faire mieux, ça veut dire surtout un défi à soi-même. C'est le premier musée automobile du monde. C'est un musée maintenant qui a énormément d'amis, qui a de plus en plus d'idées. Lancer un tel défi, c'est vouloir y répondre soi-même. Et je pense qu'on pourra surprendre encore, oui. Alors on vous donne rendez-vous pour nous surprendre encore une fois, prochainement peut-être. Prochainement, ne demandons pas l'impossible, laissons passer quand même quelques temps. Mais on fera beaucoup de choses fort intéressantes de toute façon dans les temps qui viennent. Et puis on fera également très très grand, bientôt. Comme disent nos amis américains sans cesse autour de nous en ce moment, that's great. Pour eux, ça veut dire c'est super. Et bien effectivement, pour conclure, c'est super. Voilà, donc comme vous avez pu voir ces très belles images, alors je vous le rappelle, il ne vous reste plus que jusqu'à ce soir minuit pour aller voir donc cette exposition qui repartira à Paris pour quelques jours, à moins que vous ne décidiez d'aller à Paris. Voilà donc pour ce reportage. Nous allons aborder maintenant la partie sportive de ce journal. Sachez que samedi dernier au Racing de Strasbourg, ce qui aurait dû être le grand derby de la rentrée ne sera finalement qu'une rencontre anonyme entre mal classés. En effet, samedi soir à 20h au Stade de Lille, le Football Club de Mulhouse accueille son voisin, le Racing Club de Strasbourg. Deux équipes fortement déçues par le début de championnat catastrophique, à tel point que le vaincu de samedi pourrait bien se retrouver en position de relégable. Pourtant, dans les deux clubs, on espérait jouer les tout premiers rôles avec en ligne de mire la première division. À Mulhouse, l'entraîneur de Michel Damjanovic, qui joue la carte de la jeunesse, pense que son groupe ne peut que progresser. Léonard Specht, quant à lui, de son côté, n'arrive pas à expliquer ce qui se passe. Il a réussi à conserver l'effectif de l'an passé en y intégrant deux internationaux européens et pourtant, cette équipe piétine. Sport toujours du football, mais à Bissheim cette fois-ci. Beaucoup d'équipes reprennent la compétition officielle et dès le prochain week-end, ou alors ils la continuent comme l'équipe Fagnon. Le programme en est le suivant. En commençant par les plus petits, l'équipe Poussin recevra samedi 8 celle de Sainte-Croix-en-Plaine à 15h. L'équipe des Pupilles recevra celle d'Orbay toujours samedi à 18 de 8h à 16h. L'équipe des Minimes aura, elle, un match amical à Bissheim contre Neuf-Brisac à 17h. Un match qui se déroulera mercredi 5-9 à 17h. L'équipe des cadets, quant à elle, se déplacera à Orbay à 17h samedi. Tous ces matchs, à l'exception des minimes, auront lieu pour le compte du premier tour de la Coupe d'encouragement. Passons maintenant, si vous voulez bien, à l'équipe junior qui se déplacera à 17h à Turkheim pour le compte de la Coupe Gambardella. Donc ce sera samedi. Les matchs de coupe terminés, voici le programme des matchs de championnat. L'équipe réserve recevra celle d'Artsenheim à 10h le dimanche 9. L'équipe 2 se déplacera toujours le dimanche 9 à 15h à Oberergheim. Nous terminerons ce programme avec l'équipe Fagnon qui, après sa victoire à Bischheim, recevra dimanche 9 à 17h l'équipe de Vauban 2. Et bien entendu, nous souhaitons bonne chance à toutes ces équipes de bleu. Foot toujours avec des rencontres qui ont eu lieu donc en foot. Avant le premier match de coupe fixé au 8 septembre pour les équipes de jeunes, les entraîneurs respectifs organisaient les rencontres suivantes, donc des rencontres en amicale. Poussin 1, c'était donc samedi 1er septembre. Bissheim remportait contre Neuf-Brisac par 8-1. Les Poussins 2, toujours samedi, perdaient 1-4 Bissheim donc contre Oberergheim. Quant aux Poussins 3, ils perdaient contre Artsenheim. Les cadets, eux, remportaient ce match contre Sundefen 3-0. L'équipe 2 se déplaçait à Etteren dimanche 2. Une équipe de réserve qui se déplaçait elle aussi à Wolfgantzen, toujours dimanche.
Et le seul match de championnat du week-end était celui de l'équipe Fagnon qui se déplaçait à Bischheim dimanche dernier. Jonathan, continue, là on touche. Voilà, donne-lui, très bien, allez on monte. Allez là. Allez David, fais l'effort. Allez. On est bien. Sortez. Voilà. Jouer ça les mecs, c'est la France. Essaye. Ah, ça fait rien. Passons au handball à présent, avec l'entraînement qui a repris la semaine passée. Celui-ci se poursuivra sous les ordres de Monsieur Tisserand durant tout le mois de septembre à raison de 2 séances par semaine, le mardi et le jeudi soir de 20h à 22h. Le programme d'avant-saison est un programme très chargé. Le 9 septembre puis aura lieu le tournoi de Horbourvire et de Chalampé. Le 16 septembre toujours, tournoi de Vieux-Brisac et match de coupe CMDP pour les masculins. Le 22 septembre, coupe CMDP pour les féminines et début de championnat pour les masculins. Les équipes masculines sérieusement renforcées, 4 mutés et 2 nouveaux joueurs de bon niveau devront jouer les premiers rôles dans leurs divisions respectives. Ce sera bien sûr plus dur pour les féminines qui démarrent la saison avec 10 joueuses et où le 109 se fait attendre, donc avis aux amateurs, du moins aux amatrices. L'entraînement des jeunes a déjà repris et se déroule le mardi, mercredi et jeudi soir après 17h, suivant les catégories d'âge. Dans quelques instants, un clip, et pour ce faire, avant de nous retrouver, quelques images, si vous le voulez bien. Voilà, donc nous nous retrouvons et c'est une page magazine que nous allons aborder ce soir. Alors avec nous un invité un peu particulier puisqu'il s'agit de Monsieur Auguste Thomassen, Monsieur Auguste Thomassen, bonsoir, merci d'être venu parmi nous. Alors j'ai eu le plaisir de vous rencontrer donc au musée de l'automobile où vous n'êtes pas quelqu'un d'étranger, du moins durant ces 3 journées, mais même autrement vous n'êtes pas étranger à ce musée. Vous êtes sculpteur, c'est votre profession. Et au musée, pour le musée, vous avez réalisé un buste de Bugatti. Ce buste, vous l'avez offert au musée. Alors j'aimerais savoir comment l'idée vous est venue de réaliser une telle sculpture. L'idée est venue que j'avais la grande passion pour Bugatti, d'abord. J'avais la grande passion pour Bugatti parce que c'était le grand génie de la voiture. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait était non seulement techniquement dans le temps parfait, mais aussi d'une forme très élégante. La forme était surtout élégante
est bien, fort bien exécuté par rapport à d'autres marques de voitures, par exemple. Ce sont des voitures qui sont racées, il faut le dire. Alors, Oui. vous avez fait des recherches au niveau de la famille d'Ettore Bugatti, je suppose, pour arriver à faire une telle œuvre, parce que comme ça, c'est quand même pas réalisable. Quelles sont ces recherches que vous avez effectuées auprès de la famille? Comment avez-vous contacté cette famille? Oui. Dans le temps, la famille Bugatti habitait le château Bugatti à Hermenonville. Et j'ai donc contacté la famille Bugatti où habitait la fille de Bugatti. Elle m'a reçu, elle était très enthousiaste pour me renseigner. Elle avait elle-même son oncle qui était sculpteur très connu. Donc, elle voulait me faire ce plaisir. Donc je suppose que c'est devant l'amour que vous aviez pour son père que la famille, enfin du moins que sa fille a accepté que vous fassiez une reproduction de ce buste. Vous avez travaillé d'après des photos, d'après quoi exactement? Oui. Après, donc il y a assez de documents de Bugatti, mais il est toujours très difficile de réaliser un buste en posthume, c'est-à-dire un buste où une personne n'est plus vivante. Oui. Mais après des études, surtout sur la forme anatomique, la forme qui donne toute la physionomie de la personne. Il faut encore faire l'étude sur la personne lui-même, sa vie et ses occupations. Oui, donc on arrive un peu à retracer les traits de sa physionomie d'après l'existence qu'il a menée, d'après ce qu'on connaît de lui-même en général, sur sa vie en général. Bien sûr. C'est fantastique. Mais combien avez-vous mis de temps pour réaliser ce buste? C'était très long? Ou vous faisiez ça comme ça un peu, pas comme un travail qu'on vous a commandé, mais pour le plaisir tout simplement, donc le temps importait peu? C'est assez long parce que le temps n'existe déjà pas. Oui. Vous comprenez? Il faut commencer avec une idée que le temps n'existe pas. Il faut commencer qu'on doit arriver au bout aussi. Et donc chaque élément qui peut porter à quelque chose qu'on peut arriver pour réaliser ce buste, on doit... Donc en fait, peu importe le temps, pourvu qu'on arrive au bout de son œuvre. Oui. Une dernière question avant de nous quitter. Moi, j'aimerais savoir quelles sont là ou les raisons qui ont fait que vous ayez offert ce buste précisément au musée de Mulhouse. Oui. Lorsque j'avais fait ce buste, premièrement, je voudrais qu'il restait en France et que ce buste, il est fait pour, en général, un buste est fait pour des personnes qui sont connues ou qui ont qui ont peut-être quelque chose à voir avec notre histoire. Voilà, Oui. Oui. Alors, il faut que j'ai voulu que le buste soit dans un musée ou un tel cadre.
Donc vous avez désiré que ce buste soit dans un endroit où finalement il y avait purement sa place. Et je crois que vous avez en fait très bien choisi, puisque le musée de l'automobile de Mulhouse ne pouvait pas mieux tomber donc pour cette exposition, pour son buste. D'ailleurs, buste que nous voyons précisément à l'écran actuellement. Vous voyez, c'est là devant nous sur l'écran. C'est vrai que c'est vraiment un beau travail, une belle œuvre d'art, et c'est très très ressemblant, il faut dire. Voilà, donc ce buste, eh bien, vous pourrez aussi l'admirer si vous vous rendez ce soir à Mulhouse pour l'exposition, pour ce dernier jour d'exposition des 6 Bugatti Royale, qui est quand même une exposition de très très grande envergure et qui, d'après ce que Monsieur Delerme, le directeur, me disait très récemment, aura permis de faire connaître Mulhouse enfin, grâce à cette exposition fabuleuse, parce qu'avant Mulhouse, pour beaucoup, c'était Mulhouse, point final, alors que là, par les médias, la presse écrite, la presse parlée, on parle de Mulhouse comme on n'en a jamais parlé. Donc Mulhouse, à présent, est une ville connue. Merci beaucoup de votre intervention. Je précise simplement pour nos auditeurs que vous êtes originaire de Hollande et que bien, nous aurons peut-être à une autre occasion le plaisir de vous retrouver parmi nous. En tout cas, on aura une petite pensée pour vous quand on ira donc au musée de Mulhouse. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Avec grand plaisir. Voilà, je crois que nous allons poursuivre ce journal avec notre deuxième invité, en la personne de Monsieur Villaine-Bûcher. Monsieur Villaine-Bûcher, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors vous, on passe dans un tout autre registre, puisque vous êtes président de l'association sportive de l'Automobile Club d'Alsace. Alors tout cela pour dire que vous avez bien sûr participé, organisé, vous êtes du moins un des instigateurs de la 34e course de côte de Turckheim 3 Épis. Alors j'aimerais savoir quand même comment s'est déroulée cette course. Est-ce que c'est une manifestation qu'il est difficile d'organiser ? C'est une manifestation qui demande énormément de travail. Pratiquement cette manifestation, nous aurons maintenant prochainement la réunion de synthèse et encore fin d'année, on prépare déjà l'édition 91. Donc on travaille tout le temps ? Pratiquement toute l'année. Alors comment s'est déroulée cette course ? Cette course s'est déroulée dans de très bonnes conditions, étant donné que nous avions la chance d'avoir le beau temps. Le beau temps, ce qui est essentiel et très important. Très important parce que dès que vous parlez de pluie, les risques augmentent. Oui. Automatiquement les risques augmentent et vous avez beaucoup de mal à respecter les horaires. Ce qui crée des complications. Les pilotes ont le droit de changer de pneus parce qu'ils ont des pneus pour le sec, ils ont des pneus pour le mouillé. Donc dès que vous parlez de pluie, ça complique la tâche des organisateurs et des pilotes. Voilà, alors pendant que nous parlons, nous voyons quelques images, bien sûr, sur l'écran du déroulement de cette manifestation. Quel était le nombre des participants à cette 34e course de côte ? Cette 34e course de côte, tous les records ont été battus. Nous avons frôlé les 250 engagés, ce qu'on n'a jamais vu à Turckheim. Bien sûr, je vous parle des 3 manifestations réunies. Parce qu'il y avait la course internationale, il y avait la course nationale et il y avait la course des BEC, ce qui veut dire les voitures d'époque de compétition. Alors, on vient juste d'ailleurs d'en voir une avant cela. Les différents groupes, quels étaient-ils ? Alors les groupes en international, vous avez le groupe N, A, B, C, D, E. Est-ce que ces groupes, du moins les uns par rapport aux autres, ont une importance qui les différencie ? Tout à fait. Les voitures du groupe N, c'est les voitures qui ressemblent aux autos que utilise Monsieur Tout-le-Monde. Les groupes A, c'est des voitures améliorées. Des voitures encore que utilise tout le monde, mais améliorées sur le plan mécanique. Spécialement. Et beaucoup de choses sont déjà permises à l'intérieur, sortir les sièges, réduire les structures, augmenter la puissance, on fait beaucoup de choses qui sont permises déjà en groupe A. Alors là, si je ne me trompe, nous voyons une des Trabants qui ont participé donc à cette course. Tout à fait. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors, donc on a parlé des différents groupes, mais maintenant, les vainqueurs, les résultats, quels étaient-ils au cours de cette manifestation ? Je pense que la grande révélation de cette année, c'est que Marcel Tarès, qui est pour la 9e fois le vainqueur, a battu son propre record et qu'il a quand même mis très longtemps à le battre parce que son record datait de 1981. Bon, pour vous expliquer pour quelles raisons, ça irait un peu loin parce qu'entre-temps,
la structure des voitures a changé, elles ont dû être plus lourdes qu'en 81, donc ça a compliqué. Alors, on va en arriver maintenant, si vous le voulez bien, à ces fameux véhicules d'époque de compétition. Ça paraît un petit peu incroyable de voir de tels véhicules participer à des compétitions de ce genre. Faut vous dire que c'est une clientèle tout à fait particulière. C'est des gens qui aiment leur mécanique et malgré ça, n'hésitent pas à faire de belles performances, souvent au risque de ces belles autos. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des catastrophes ? Ah oui, il y en a déjà plus qu'un. Il y a même cette année 2 de ces voitures qui ont fait des touchettes, comme on nomme ça, dans le sport automobile. Et puis l'autre, on dit que c'est pas grave, mais enfin moi ça m'aurait fait mal au cœur. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un accident sur la course, à savoir qu'un animal a traversé la route et un des véhicules aurait été endommagé au cours de cette course. Très légèrement. Très légèrement. Très légèrement. Mais en fait, c'est quand même un phénomène. En 34 ans, c'est la première fois qu'on voit ça, qu'une biche traverse la route pendant la course. Oui, c'est un peu étonnant. En général, on a l'habitude de voir ce genre d'animaux traverser, enfin, disons, passer comme ça, plutôt à la tombée de la nuit, mais en pleine journée, c'est quand même un peu incroyable. Oui, je pense le nombre de spectateurs qui étaient dans la forêt les a un peu dérangés, plus le bruit des autos, et puis que cette bête était un peu affolée. On aurait pu penser pourtant que le bruit des véhicules l'aurait au contraire éloigné. Tout à fait, mais d'après les gardes chasse avec lesquels j'ai eu la chance de discuter, ainsi que les responsables de l'ONF, ils m'ont dit, d'après eux, c'est plutôt les spectateurs, le nombre de personnes qui sont dans la forêt par rapport au temps normal, qui ont un peu dérangé cette bête. Bien sûr. Alors, si vous le voulez bien, nous allons maintenant revenir aux Trabants, ces fameuses Trabants qui viennent de RDA, comme nous le savons tous. C'était la première année, d'ailleurs, que de telles voitures participaient à cette compétition, du moins sur Turckheim 3 épis. Quels ont été les résultats pour ces participants? Ils sont contents, pas contents? Ils sont plus que contents. Je viens encore de voir leur patron aujourd'hui, cet après-midi à Strasbourg. Et ils souhaitent à tout cœur revenir l'année prochaine. Ils ont eu quelques déboires au niveau des classements parce que leurs autos en DDR n'avaient pas les mêmes textes de réglementation que chez nous. Parce que, si vous voulez, la DDR n'appartenait pas jusqu'à ce jour à la FISA. Et ils sont donc obligés d'adapter maintenant leur voiture aux normes de la FISA. Est-ce que ça leur a posé des problèmes pour venir concourir comme ça en France avec des automobiles de ce genre ? Non, il paraît qu'ils ont un team manager qui a des relations à Strasbourg et ce monsieur leur a énormément aidé pour pouvoir venir. Alors, une dernière question peut-être avant de nous quitter. Les espoirs pour l'avenir, pour les courses de côte de Turckheim? Je pense que cette course va être maintenue. Tant qu'on aura les finances et les autorisations, on va la maintenir. Nous souhaitons qu'elle reste au top niveau comme elle est actuellement. Au niveau des finances, justement, des aides que vous pouvez avoir, comment ça se passe? Vous êtes aidé par les municipalités, par le gouvernement? Ça vient comment, ça? Pas le gouvernement. On doit vivre avec le sponsoring. Vous débrouillez? Nous débrouiller nous-mêmes avec le sponsoring, plus la compensation des entrées des spectateurs. En fait, c'est un budget qui est très lourd et très difficile à équilibrer. D'accord, très bien. Eh bien, on ne peut que vous donner rendez-vous l'année prochaine, donc pour la 35e course de côte de Turckheim, 3 épis. Merci d'être venu. Voilà. Merci, madame. Je vous en prie. Ce journal est à présent terminé, mais nous n'allons pas nous quitter comme ça. Nous allons retrouver, si vous le voulez bien, Odile, qui conclura donc sur de très belles images.
Toute l'équipe tient à préciser que ces reportages ont été réalisés par messieurs Alex Savenkov, Roger Stoflik, Lionel Patenostre, Jean Laporte et Bernard Roche. Bien sûr, nous espérons que cette émission vous a plu et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Ne quittez pas l'antenne, la retransmission de la soirée ASCB va vous être présentée. Bonsoir à tous. Alors,